Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Et aujourd'hui, nous allons parler des bases de la dégustation. Alors, lorsqu'on déguste un vin, il y a vraiment 3 étapes à suivre. La première, c'est la vue, ensuite le nez et enfin le goût. Avant de vous présenter les étapes de la dégustation d'un vin, il faut que je vous parle du potentiel de garde d'un vin. Un vin, c'est vraiment une boisson qui vit en bouteille. On peut diviser la vie d'un vin en bouteille en 4 phases. Donc, juste après la mise en bouteille, c'est la phase de jeunesse. C'est la période pendant laquelle le vin est le plus frais et le plus fruité. Ensuite, nous avons la phase de maturité, c'est la période pendant laquelle le vin commence à développer des arômes plus complexes. Après ça, nous avons la phase d'apogée, c'est la période pendant laquelle le vin a développé des saveurs et des arômes plus profonds et plus riches, comme par exemple le cuir ou la truffe pour les vins rouges et le beurre, le toasté pour les vins blancs. Et enfin, nous avons la phase de déclin, c'est la période pendant laquelle le vin commence à perdre des saveurs et des arômes complexes et à se détériorer. En fonction du profil du vin, le potentiel de garde peut être différent. Donc par exemple, sur le profil de gauche, c'est un vin qui a un potentiel de garde long, comme par exemple les vins rouges tanniques ou les vins blancs acides. Ce sont des vins qui vont atteindre la phase d'apogée après 2, 3, 4, 5 ans en bouteille. Le graphique de droite, lui, représente l'évolution d'un vin à faible potentiel de garde, comme par exemple des rosés ou des rouges peu tanniques ou des vins blancs peu acides. C'est des vins qui vont être produits pour être bu dans l'année ou les 2 ans qui suivent la production. Voilà, après cette courte introduction, passons à la première étape de la dégustation qui est la vue. Vous devez sûrement vous demander pourquoi les amateurs de vin contemplent-ils leur verre avant de le boire. Ce n'est pas pour se donner un air supérieur, ni pour s'admirer dans le reflet. C'est parce que lorsque vous regardez la couleur d'un vin, elle vous en dit long sur ce que vous apprêtez à boire. Les meilleures conditions pour observer la couleur d'un vin, c'est d'être dans un endroit bien éclairé, utiliser un fond blanc derrière le verre, incliner le verre pour observer l'intensité et le reflet de la robe, remplir le verre à 1/3 pour faciliter l'observation et utiliser un verre propre, transparent, sans motif. Il existe des centaines de combinaisons pour la robe d'un vin entre sa couleur et ses reflets. Cela nous donne une indication sur l'endroit où il a été produit, le cépage avec lequel il a été produit et son âge. Et je vais vous décrypter tout ça pour que vous puissiez réutiliser ces connaissances lors de vos dégustations. Donc pour commencer, vous devez regarder la couleur et les reflets du vin. Si le vin est jeune, il aura des reflets violets pour les vins rouges et verts pour les vins blancs. Si le vin est à son apogée, il sera rubis et grenat pour les vins rouges ou doré ou couleur paille pour les vins blancs. Il est temps de le déguster. Et enfin, si le vin est vieux, il sera orangé, que ce soit pour les vins rouges ou pour les vins blancs. Le fait qu'il devienne orangé, c'est dû à l'oxydation, c'est-à-dire au contact du vin avec l'oxygène. Les tanins chez les vins rouges et l'acidité chez les vins blancs protègent de cette oxydation. Ensuite, parlons de leur intensité colorante. Comme la couleur du vin, l'intensité de la couleur témoigne de l'âge du vin. Un vin rouge a tendance à perdre de ses pigments colorants en vieillissant. Il précipite en formant un dépôt au fond de la bouteille. A l'inverse, un blanc prend de la couleur avec l'âge. Ainsi, la couleur d'un vin rouge ou d'un vin blanc ont tendance à se confondre avec le temps. On peut aussi déterminer l'origine du vin grâce à son intensité. Même s'il existe des vins qui échappent à cette règle, l'intensité parle souvent de l'origine d'un vin. Fréquemment, le raisin qui grandit sous des latitudes fraîches donne un vin à la couleur plus légère que sous un soleil de plomb. Les cépages utilisés pour produire du vin varient selon les régions et les climats. Les raisins qui résistent à la chaleur ont la peau plus épaisse, davantage chargée de pigments colorants que les raisins qui poussent dans le froid. Un vin clair sera souvent plus acide et plus fin qu'un vin foncé, et un vin sombre sera la plupart du temps plus fort en alcool, plus gras, plus sucré ou plus tannique. On détermine l'intensité colorante avec la transparence du vin, donc plus le vin est transparent et plus l'intensité est faible, et plus le vin est peu transparent, plus l'intensité est importante. Et pour les rosés, c'est un petit peu différent. En effet, la couleur du rosé n'indique rien. Contrairement au vin blanc et au vin rouge, la couleur d'un rosé dépend de l'envie du producteur. C'est lui qui stoppe la coloration quand il le veut. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo spécialisée pour parler de la production de vin rosé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vin rosé est produit à partir de raisins rouges. Dans l'Union européenne, il est interdit de mélanger du vin rouge et du vin blanc pour fabriquer du rosé, sauf en Champagne où là c'est autorisé. Donc ce qui influence la couleur du vin rosé, c'est le contact de la peau avec le jus de raisin. Plus le viticulteur va mettre la peau de raisin en contact avec le jus, et plus le rosé va être coloré. C'est un peu comme un sachet de thé, plus vous laissez votre thé infuser dans votre eau chaude et plus votre thé va être fort et coloré. Mais sachez qu'un vin rosé très foncé est souvent plus alcooleux et plus fort qu'un vin rosé pâle. Après avoir observé la couleur, sa nuance et son intensité, il faut regarder les reflets et la limpidité du vin. Si vous trouvez des dépôts au fond de la bouteille, ce n'est pas grave, ce sont des éléments instables dilués dans le vin qui ont précipité en matière solide. Il peut s'agir de cristaux de tartre pour les vins blancs ou de tanins ou de matières colorantes pour les vins rouges.
Dans tous les cas, ça ne gâche pas le vin et ne doit pas vous empêcher de le boire. Bien sûr, ce n'est pas très agréable sous la dent, alors évitez de vider le fond de la bouteille dans le verre de votre voisin. Et si vous trouvez de la matière en suspension ou un vin flou, c'est de plus en plus fréquent et paradoxalement de moins en moins grave. Avant, tous les vins étaient filtrés avant la mise en bouteille. Un trouble était donc anormal. Aujourd'hui, de plus en plus de producteurs de vins naturels ne filtrent plus leur vin. Vous avez sûrement déjà entendu parler des larmes du vin. Elles sont fréquemment également appelées jambes. Ce sont deux termes qui désignent une chose identique, la trace laissée par le vin sur la paroi du verre. Pour les observer, il suffit de remuer 2 fois votre verre et le laisser tranquille sur la table. Vous pourrez observer alors des petites gouttes s'écouler le long du verre. Les larmes indiquent le degré d'alcool et la quantité de sucre. Plus il y a de larmes, plus la quantité de votre verre est chargée en alcool ou en sucre. Même si cette technique vous permet d'avoir une idée du degré d'alcool de votre vin, cela ne signifie pas forcément que vous le sentirez en bouche. Attention, la propreté d'un verre peut tout changer. Un verre sale avec des traces de gras provoquera davantage de larmes, alors que si votre verre est propre, les larmes vont être beaucoup plus fines. Et maintenant, finissons ce chapitre de la vue avec l'effervescence du vin. L'effervescence ne concerne bien sûr que les vins effervescents. La taille de la bulle vous donne une indication sur la qualité du vin effervescent. Si la bulle est fine, elle témoigne d'une fermentation lente et soignée. En revanche, si la bulle est grossière, il est fort à parier que le breuvage le soit aussi. La quantité de bulles visibles dans un verre dépend de la propreté du verre. Et oui, plus un verre est propre et moins il y a de bulles. Dans un verre parfaitement lisse, il n'y a pas de bulles. Elles n'apparaissent qu'en bouche. A l'inverse, un verre un peu sale ou nettoyé au chiffon bullera énormément. En effet, les bulles se forment grâce aux aspérités microscopiques de la paroi du verre. Et lors de la dégustation en bouche, les bulles peuvent être délicates, agressives ou molles. Un vin qui n'est pas effervescent est dit tranquille. Dans les vins tranquilles, il n'est pas censé y avoir des bulles. Mais si vous en ressentez, c'est normal pour les vins très jeunes. Il s'agit d'un reste de gaz carbonique produit pendant la fermentation alcoolique. Elles disparaissent lorsque le vin vieillit. Maintenant, passons à la deuxième étape de la dégustation qui est le nez. Sentir un vin est parfois aussi excitant que de le boire. Mais ne vous jetez pas sur le verre car il y a 3 étapes pour sentir le vin. La première étape s'appelle le premier nez. Ce sont les arômes qui se dégagent lorsque le vin est au repos. Lors d'une dégustation, ne remplissez jamais le verre au-delà de tiers. Plus un verre est rempli et moins les arômes ont de place pour s'exprimer. Ensuite, il faut aérer le vin pour libérer davantage d'arômes. Donc il faut remuer le verre en formant un petit cercle avec le pied, sur une table ou en l'air. Et enfin, il y a le deuxième nez. Ce sont les arômes qui peuvent apparaître ou différencier avec l'aération. Normalement, les arômes sont plus nets et plus intenses. Si les arômes restent peu perceptibles, secouez encore plus vigoureusement. Le vin est sans doute endormi, on dit qu'il est fermé. Pour les vieux vins ou les très grands vins, évitez de secouer dans le verre, vous risquez de l'épuiser. Penchez doucement le verre et sentez le vin à différents endroits, au centre ou sur les bords. Cela suffit à percevoir toute la complexité du bouquet. Il existe des centaines d'arômes différents dans le monde du vin. Elles ne sont pas toujours faciles à reconnaître. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet qui s'appelle les arômes du vin et elle se compose en 2 parties. Je vous invite donc à aller regarder ces vidéos pour en savoir un peu plus sur les arômes qu'on peut retrouver dans le vin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de complexité aromatique. Plus un vin a d'arômes perceptibles et plus il est complexe. En revanche, s'il n'y a pas beaucoup d'arômes perceptibles, c'est un vin peu complexe aromatiquement. Et maintenant, passons à la dernière étape de la dégustation qui est le goût. On peut diviser le goût en 2 catégories, les sensations et les saveurs. Les sensations regroupent la sensation de gras, d'alcooleux, de fraîcheur ou de tanin. La sensation de gras est due au glycérol. Il est formé pendant la fermentation et donne de l'onctuosité au vin. Il graisse le palais comme le beurre. La sensation alcooleuse est due à l'alcool et s'il est trop présent, cela chauffe la gorge et ça peut être désagréable. Le vin est dit comme frais s'il est vif ou acidulé. Il peut s'agir d'un vin blanc très sec ou de rouge facile à boire et rafraîchissant. Et pour les tanins, c'est une sensation d'astringence, donc d'assèchement de la bouche. C'est principalement dans les vins rouges, il peut y en avoir beaucoup ou pas beaucoup, de bonne ou de mauvaise qualité. Dans certains vins rouges, si les tanins sont trop présents et trop grossiers, ça peut vraiment être un dessèchement de la bouche peu agréable. Et dans d'autres vins rouges, les tanins peuvent être délicats, soyeux et très agréables. Et pour la catégorie des saveurs, l'amertume, quand elle est fine, est un signe d'élégance. On la retrouve dans certains cépages blancs comme le Mauzac ou la Marsanne. Elle devient peu agréable si elle est trop présente ou accompagnée d'âpreté. L'amertume se note souvent en fin de bouche, plusieurs secondes après les autres goûts.
L'acidité est la colonne vertébrale du vin, essentielle pour que le vin se tienne en bouche. Un vin sans acidité est un vin sans avenir. Une bonne acidité permet de faire saliver et mettre en appétit. À l'inverse, un vin trop acide est désagréable en bouche. Il contracte la langue et la gorge. Et pour la saveur de sucré, c'est surtout présent dans les vins sucrés, comme par exemple les vins moelleux ou liquoreux. Même si dans certains vins qui ne contiennent pas de sucre, on peut avoir cette sensation de sucrosité, c'est sûrement dû aux arômes, comme par exemple les arômes de fruits rouges ou à l'alcool. Pour bien déguster un vin, il y a 4 étapes à suivre. Donc pour goûter correctement un vin, il faut d'abord mettre une petite gorgée de vin dans la bouche, pincer la bouche et faire rentrer un petit peu d'air par la bouche en mélangeant le vin puis souffler par le nez. Vous pouvez répéter cette 3e étape autant de fois que vous le voulez. Ça s'appelle la rétro-olfaction, ça permet de réchauffer le vin et de passer l'air avec des molécules aromatiques dans votre nez. Ça vous permet donc de pouvoir percevoir d'autres arômes. Et enfin, pour la 4e étape, il faut avaler la gorgée de vin et souffler à nouveau par le nez. Une fois la bouche vide, n'hésitez pas à bouger la langue et à souffler de nouveau. Et après avoir avalé, il est possible de ressentir très longtemps les arômes dans la bouche. Ça s'appelle la persistance du vin. Plus la persistance d'un vin est longue, et plus c'est un gage de qualité. Et voilà, j'espère vous avoir donné toutes les armes pour bien déguster un vin. Voici un exemple de comment on peut décrire un vin après une dégustation. Récemment, j'ai dégusté un vin AOP d'Anjou Rouge de la vallée de la Loire. Le domaine c'est Lagachère, la cuvée c'est Alexia. J'ai payé à peu près 6,30 € la bouteille, le millésime c'était 2024 et le cépage c'était un 100% Cabernet Franc. La couleur du vin était pourpre avec des reflets violets et son intensité était moyenne. En bouche, il y avait une bonne fraîcheur, une bonne complexité aromatique, et il y avait une touche d'acidité. Les arômes principaux étaient la fraise, la framboise, la cerise, la groseille, la violette et l'herbe fraîche. Et j'ai réussi à mettre en forme mes sensations et mes ressentis sur cette bouteille lors de la dégustation grâce à une fiche de dégustation. Et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la fiche de dégustation, comme ça vous-même vous allez pouvoir vous faire une fiche des vins que vous dégustez. Mais en tout cas, dès à présent, vous pouvez télécharger en description la fiche 7 de votre carnet de dégustation. C'est une fiche récapitulative de toutes les étapes de dégustation. Comme ça, lorsque vous êtes à la maison ou entre amis, vous pourrez suivre les étapes pas à pas pour déguster correctement un vin. Et si approfondir vos connaissances autour du monde du vin, je vous invite à aller voir ces vidéos suivantes, comme par exemple comment choisir le vin au restaurant, où acheter son vin, comment servir le vin, les arômes du vin, la fiche de dégustation, préparer une soirée dégustation, le vin en canette c'est nul, lire une étiquette de vin, ou sinon pourquoi il y a autant de types de bouteilles de vin. Je vous invite également à vous abonner et à aller me suivre sur Instagram. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.